série de tables rondes. Alors, dans ce même amphi, je vous invite à rester assis pour les acteurs du web à l'épreuve de l'IA. C'est en français avec la Translated in English. Je vais appeler monsieur Alexandre Nappet comme modérateur. Je vais appeler Dan Bernier, Frédéric Guillemot, Kevin Jourdan et Sébastien Almiron. Dans la petite salle à côté, la thématique, la table ronde est en français aussi, c'est quelle gouvernance pour l'ICANN demain. Voilà, dans la salle 101 juste à côté. À l'issue de ces deux tables rondes, la journée sera presque finie. Un NDD Camp Alsace qui ne finit pas avec des knacks et de la bière, c'est pas un NDD Camp Alsace. Donc après ces tables rondes, je vous invite à rejoindre de nouveau là où s'est déroulé le déjeuner pour un moment de convivialité avec quelques bières locales, artisanales et des knacks, bien sûr. Merci tout le monde. Merci. Je vais voir si ça se passe bien. Ok. Bien. Eh ben, bonjour à tous ou rebonjour à tous. Donc nous avons la tâche immense de clôturer cette journée après une table ronde de juristes. On a donné encore une fois la modération à un juriste, donc c'est pour vous dire que ça ne va pas être simple. Mais je vais laisser beaucoup la parole au brillant panel, que d'ailleurs je vais laisser se présenter lui-même, puisqu'ils le feront beaucoup mieux que je ne le ferai. Donc aujourd'hui, pour parler d'intelligence artificielle, les métiers du numérique à l'épreuve de l'intelligence artificielle, j'ai le plaisir de partager le podium avec Dan Bernier, Sébastien Almiron, Frédéric Guillemot, Kevin Jourdan. Et messieurs, présentez-vous en quelques mots. Dan, je te laisse la parole en premier. Merci. Dan Bernier, je suis consultant SXO senior et je suis là pour le compte de mon agence Ineolab, locale de l'étape, puisque je suis strasbourgeois. Très heureux de vous accueillir dans notre belle ville. Et on va parler d'IA et on va parler de métier. C'est ça qui est intéressant. Sébastien, présente-toi. Sébastien Almiron, donc, je suis directeur général de Netim, donc un bureau d'enregistrement francophone. Et accessoirement, je suis également représentant des bureaux d'enregistrement au conseil d'administration de l'AFNIC. Moi, je prends ce micro. Frédéric Guillemot, directeur de Brand Shelter France, qui fait partie du groupe Team Internet, registraire corporate. Ancien collègue de Sébastien, il y a très très longtemps. Et on est basé à Marseille et je suis ravi de vous retrouver ici. Et Kevin Jourdan, pour rajeunir un petit peu cette belle audience, cofondateur de Dot Market, plateforme et cabinet d'accompagnement à l'achat et la vente de business digitaux, e-commerce, SaaS, newsletter, médias. Voilà. Alors, comme vous le verrez, ça tire à balles réelles dans ce panel. On va dire les choses comme elles sont. Donc, commençons par quelques mots assez. Alexandre Alors, Nappet. non, mais moi, je suis sponsor Gold, Alexandre Nappet, donc Scan Avocat. Et donc, je suis entre Paris, Lyon et Strasbourg, avec un cabinet d'avocats qui fait de la propriété intellectuelle et du numérique. Mais je crois qu'on se connaît déjà un petit peu pour un certain nombre d'entre vous. Alors, pour entamer ce sujet, et avant de laisser s'exprimer ces brillants intervenants, moi j'ai un paradoxe par rapport à l'intelligence artificielle, qui est qu'on observe depuis quelques mois et quelques années maintenant une croissance significative de l'utilisation de l'intelligence artificielle, en particulier l'intelligence artificielle générative, peut-être par petits sondages dans la salle, qui utilise régulièrement l'IA générative. Ok, on est sur une bonne grosse moitié. Et qui a déjà, pour ceux qui ne l'utilisent pas régulièrement, est-ce que tout le monde a déjà utilisé un outil d'intelligence artificielle générative? Ouais, on a tous testé. Ok. Donc, j'observe une croissance très significative. 2023, 16% d'utilisateurs. 2024, 25%. On annonce
40% ou presque 40% en 2025. Et paradoxalement, on observe et on écoute les retours du marché, des consommateurs ou de l'homme de la rue, qui ressent une certaine appréhension, voire une peur d'être remplacé par l'intelligence artificielle. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de paradoxal là-dedans, d'être soi-même l'utilisateur de la machine qui est susceptible de nous remplacer. Bon. Ceci étant dit, aujourd'hui, l'intelligence artificielle dans vos métiers à vous, qui sont des métiers différents, elle se situe où? Est-ce qu'elle est déjà intégrée? Est-ce qu'il y a des projets, etc. Quel est l'état des lieux aujourd'hui au sein de vos différentes entreprises sur l'utilisation de l'IA? Que des bonnes nouvelles à annoncer. Donc nous, concrètement, on n'a pas trop vu arriver l'IA comme un raz-de-marée, puisque c'était déjà plus ou moins là, et on va dire les outils se sont démocratisés, mais il y avait déjà un certain nombre de choses qui étaient présentes. Donc concrètement, aujourd'hui, l'IA est présente, plutôt sous forme plutôt d'expérimentation, puisqu'on utilise l'IA dans des cadres challengeants, puisqu'aujourd'hui, concrètement, la plupart des outils qui existent changent plus ou moins toutes les semaines, tous les mois, par rapport au niveau différents datasets et LLM qui sont lancés et tout ça. Donc c'est assez difficile en fait de se poser en disant ok, je vais utiliser cette technologie, je vais faire que ça. C'est vraiment de l'expérimentation permanente. Donc on l'utilise, mais c'est pas non plus 100% de notre temps. On n'a pas encore justement des super stagiaires en IA. Nous pour l'instant on a plutôt des adolescents IA plutôt que des stagiaires. Donc professionnellement parlant, ils ne sont pas encore en mesure de faire ce qu'un être humain est capable de faire. Il y a évidemment une grosse part de vérification humaine. Et puis, il y a certains aspects, on va dire, propres, on va dire, à l'analyse SEO que la machine est capable de faire, mais qu'elle était en réalité déjà capable de faire, simplement peut-être pas aussi rapidement, peut-être pas avec le même niveau de rendu, on va dire. Et l'IA a apporté, on va dire, quelque chose là-dessus. Mais nous, concrètement, on est vraiment dans l'expérimentation. Et on a encore, on va dire, quelques années avant de trouver le bon modèle pour que ça puisse réellement nous apporter ou peut-être apporter ce dont on nous annonce depuis quelques mois, on va dire. Alors nous, à notre niveau, on s'en sert essentiellement comme un assistant à la rédaction sur certains articles ou sur certains posts réseaux sociaux et autres. En gros, on va utiliser l'intelligence artificielle soit pour avoir des idées, soit pour améliorer quelques phrases ou autres, ou pour suggérer des plans, etc. Mais vraiment comme un assistant junior plutôt, qui va débroussailler les grosses tâches et essayer de faire gagner du temps à un rédacteur qui lui va pouvoir passer du temps sur l'amélioration et la spécification de l'article ou du contenu en question, et pas juste recopier ce qu'a généré l'IA, quoi. Alors, nous, on est Team Internet. Brandshelter fait partie de Team Internet. Team Internet, c'est à peu près 800 collaborateurs. Et du coup, il y a 4 ans, je faisais partie de Save Brands. On était 35. Je pense que la mise en place de l'IA qu'on aurait faite aurait été un peu plus comme ça, tiens, suivant telle occasion, tel programme. Maintenant qu'on fait partie d'un groupe, on a des règles groupe. Et par contre, le choix de Team Internet, ça a été d'investir dans la formation pour tous les collaborateurs. C'est-à-dire que l'IA, ça va devenir un truc qui va devenir important. Première mission, on offre la possibilité de se former à tous les collaborateurs. LinkedIn Learning, machin, etc., les comptes. On passe tous un diplôme. On devait tous le réussir. On a un t-shirt quand on a réussi, comme quoi on a bien réussi. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment de faire monter en capacité tous les collaborateurs. Pour après pouvoir implémenter des outils. Alors par contre, on est sur des licences. On est tous passés sous du Microsoft, donc on passe avec la licence copilote, etc. Et on déploie tout. Et il y a tel service qui a en test, avant que ce soit déployé complètement, les comptes rendus de réunion, pour qu'on puisse avoir des comptes rendus plus rapides. Et ainsi de suite. Donc là, vraiment, on est c'est un petit côté bulldozer. Et en même temps, il y a, dans la famille, il y a une quinzaine de registrars.
Il y a 2 registrars qui ont mis en place de l'IA pour la suggestion de noms dans les recherches, dans les WHOIS, etc. Et donc ils ont fait du A à du B. Hein. Le schéma A, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Le schéma B, il y a de l'intelligence artificielle. Et ils ont pu observer qu'il y avait quand même 24% de réservations en plus. Mais il y avait un frein qui reste encore à améliorer, c'est la lenteur de l'IA qui parfois empêche la concrétisation. Donc on peut utiliser de l'IA pour faire des choses avec les clients. On a les outils comme Zendesk qui maintenant intègrent au fur et à mesure des modules d'IA pour le support. Donc c'est un côté bulldozer à mettre en place, avec aussi quand même un moment on se dit tiens ça... tout le temps qu'on a mis à le faire, finalement, si ça sert que à ça, peut-être qu'on peut le remettre en cause. Mais c'est un vrai plan sur 2-3 ans de mise en place. Et une petite question pratique. Tu dis 2 schémas, par exemple, dans la création de noms. Est-ce qu'il y a une monétisation de la mise à disposition d'une assistance IA ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que c'est un plus que vous offrez ? En fait, je pense qu'ils l'ont fait au départ pour voir si ça valait le coup de le généraliser. Ils se sont dit, tiens, j'étais pas là, mais ils ont dit, tiens, cette recherche, la personne, on ne lui proposera pas l'IA. Cette recherche, on lui propose l'IA. Et après, on voit le résultat des trucs. Je crois qu'on avait déjà eu la discussion avec Sébastien. Il y a eu des moments, même quand on avait Mail Club, c'est il y a 15 ans, on avait mis une suggestion de typo. On se disait, ça finalement c'est un peu déjà de l'IA. Non, c'est pas de l'IA, c'est juste de la logique. Donc j'étais un petit peu en retrait, mais ils m'ont montré, parce que j'ai préparé la table ronde, ils m'ont montré, ils m'ont fait la démo, et je me suis dit, ah ouais, ok, parce que ça ne faisait pas que suggérer un T, un S en plus ou un oubli de lettres, c'était véritablement quelque chose qui reprenait les thèmes, c'est-à-dire qu'en fait on pouvait mettre un mini prompt d'une longue phrase. J'ai un salon d'ongles à Brest. Donc déjà, il aurait pu suggérer BZH, il aurait pu suggérer Maison, etc. Donc non, il y avait vraiment une logique derrière. Et ça fait partie de ce qui va être construit dans les années à venir sur toutes les familles de Team Internet. Merci. Kevin ? Alors chez nous, sur DotMarket, on le divise en 2. Je dirais qu'il y a l'utilisation que moi je peux en faire sur mon pôle marketing, où là, effectivement, création de contenu, idéation, c'est hyper pratique. Parce que finalement, quand on a un outil qui nous aide à avoir une idée et qu'ensuite on est capable de rajouter la couche professionnelle, ça permet de gagner du temps. Par contre, sur la partie purement métier, on a vu quelques acteurs dans l'univers du M&A faire le grand saut dans l'IA, et pour l'instant, c'est pas hyper convaincant parce que les hallucinations sur des pitch decks ou sur des chiffres, c'est quand même assez gênant quand on va présenter une boîte à vendre. Du coup, on est obligé de l'utiliser sur des actions extrêmement précises et qui étaient hyper chronophages avant. Et donc, est-ce que c'est vraiment de l'intelligence artificielle ou de l'automatisation ou juste de la micro-task très bien faite et très rapide? C'est plutôt ça aujourd'hui qu'on observe. Je pense que ça va évoluer. Et nous, aujourd'hui, on est dans une phase où justement, on doit passer là de 5 à 10 en quelques mois. Et en fait, plutôt que de mettre l'IA avant de recruter, on est plutôt en train de recruter, processiser, et ensuite on mettra l'IA pour aller encore plus vite. Mais c'est tentant de tout filer à l'IA, de laisser tout faire. Par contre, derrière, le risque, il est assez grand dans nos métiers. Donc, encore pas mal de travail à faire avant de pouvoir vraiment faire confiance à l'outil. Merci. Alors, quelques mots sous l'angle juridique, puisque la table ronde précédente évoquait en fin de propos l'introduction de l'intelligence artificielle, notamment dans un certain nombre de tâches comme les surveillances. Alors, je ne peux faire que des observations personnelles. Aujourd'hui, effectivement, on intègre l'intelligence artificielle, on en entend énormément parler, mais on l'intègre de manière progressive et relativement modeste à date, puisque notre première question porte sur l'état des lieux. Donc, une intégration relativement modeste. Et effectivement, j'ai entendu le terme déjà dans la table ronde précédente. Et nous, lorsqu'on a préparé la table ronde, on avait aussi ce petit gimmick qui n'est pas très sympa pour les stagiaires, mais enfin, c'était un peu l'idée de dire l'IA aujourd'hui, c'est un super stagiaire, on va dire, très docile. C'est rien de plus que ça. Et on reviendra sur justement du coup la définition même de l'IA. Ce qu'on peut dire, c'est que l'utilisation dans des domaines où on n'a pas de
marge de manœuvre et on ne peut pas halluciner, comme tu disais, le terme, je le trouve excellent. L'hallucination, il y a 2 affaires aux États-Unis, par exemple, dans les 6 ou 8 derniers mois, de confrères au barreau de New York ou au Canada qui ont utilisé des IA génératives pour produire des conclusions, des écritures dans des procès. Et pour des raisons, alors il faudrait rentrer dans les détails, mais c'est dans la presse, les outils qui ont été utilisés ont produit des résultats et notamment suggéré des jurisprudences qui se sont avérées des affaires fictives. Donc quand on dépose des conclusions et qu'on cite dans ces écritures des affaires qui en fait n'existent pas, là c'est ce qu'on appelle de l'hallucination, donc c'est plus ou moins problématique. En revanche, et on va y revenir dans le deuxième point, il faut quand même avoir à l'esprit qu'en face de nous, on a des gens, et notamment quand on fait de la lutte anti-contrefaçon ou de la lutte du brand enforcement, pour lutter contre les contenus illicites, toutes les activités illicites qu'on a décrites, que ce soit depuis ce matin ou dans la table ronde précédente, on est face à des acteurs qui, eux aussi, ont saisi l'existence de l'intelligence artificielle et qui sont déjà en train d'utiliser aussi ces outils. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit quand on parle d'impact de l'IA sur les métiers du numérique. Pour ce qui nous concerne, dans le légal, on sait que nos adversaires utilisent l'IA. Ça veut dire que si on ne veut pas être complètement largué à moyen, long terme, c'est un mal nécessaire. Voilà. Deuxième question, on va faire une transition, parce que maintenant qu'on a dressé cet état des lieux, on peut refaire un tour de table finalement pour se demander, on sait à peu près à quoi on a affaire à date et quel est le niveau de qualité d'outils, mais même si vous avez déjà commencé à aborder la question, quel est votre projet et qu'est-ce qu'on peut envisager à moyen long terme dans vos métiers ou dans vos entreprises, dans votre secteur spécifique, parce qu'il y a vos entreprises, mais il y a aussi vos confrères, vos collègues, en matière d'utilisation d'intelligence artificielle. Tu veux commencer, Dan ? Oui. En fait, nous, on est dans un métier d'analyse. En fait, on fait beaucoup d'analyse, on fait beaucoup d'études, de réflexions, basées parfois sur des faits, et puis souvent basées sur des hypothèses. Et j'ai envie de dire que c'est là où l'IA, où l'intelligence artificielle, entre 34 000 guillemets, arrive à point nommé. Parce que nous, on a des problématiques vraiment d'intelligence. Parfois, on doit vraiment faire des réflexions sur des choses qu'on ne sait pas et qu'on doit apprendre. Donc finalement, l'IA, c'est tout ce qu'on attendait pour nous rendre meilleurs, en fait, pour améliorer ce qu'on fait et ce qu'on va être de plus en plus amené à faire. Donc, quel est le futur de l'IA ? Je ne peux pas vous dire, mais ce que je peux vous dire pour mon métier, c'est que si l'IA devient indispensable, elle doit absolument dépasser le stade d'assistant pour devenir un expert dans son domaine, quoi. Et elle doit l'être au travers des acteurs qui vont lui apporter cette expertise. Donc notre travail à nous, en tant que professionnels du web, c'est d'apporter cette expertise à l'IA, de la nourrir de toutes les possibilités, les capacités qu'elle existe pour qu'elle devienne un outil plus que de soutien, que ça devienne un bras droit, en fait, que ça devienne notre accompagnant dans notre travail du quotidien. Et pour moi, on n'est plus dans l'assistanat, on n'est plus dans le stagiaire, on est réellement dans quelqu'un qui a quelque chose que nous, on n'a pas ou qu'on ne peut pas avoir, qu'on ne peut pas prendre le temps d'avoir et qui va nous aider à ce niveau-là. Alors évidemment, il y a plein d'enjeux en termes de ressources humaines, mais dans notre métier à nous, on va dire le métier du search, il y a toujours eu cette question de l'automatisation, il y a toujours eu cette question de comment réduire les coûts, comment réduire le temps, puisque le temps est vraiment un vecteur qui est très complexe à dépasser. Et est-ce que l'IA peut répondre à ça ? Moi, j'aimerais bien, en tant que responsable du search, j'aimerais bien que quand je fais des analyses, elles ne soient pas uniquement basées sur l'instant T du moment où je fais l'analyse, mais qu'il y ait peut-être 10, 20 ans en arrière d'études et peut-être 10, 20 ans en avant. Ça serait vraiment incroyable. Ça serait de la recherche scientifique quasiment au niveau, on va dire, de ce que nous, on fait à notre niveau très faible. Alors, sans partir dans l'espace. Mais c'est vrai que dans l'idée, il y a quand même des comportements de recherche qui sont très différents. Les Allemands, les Français ne recherchent pas de la même manière. Les Américains, les Indiens n'achètent pas sur Internet de la même manière. Et en fait, cette info, on ne l'a pas, sauf si on est derrière l'écran devant l'acheteur, quoi. Alors, est-ce que l'IA peut nous aider avec ça ? Voilà. Pour moi, le futur, c'est ça, c'est le concret, en fait. C'est vraiment le concret de la recherche.
Il faut savoir en fait si l'outil est capable de se mettre devant l'écran et de suivre le comportement du consommateur Le reproduire. selon différents critères, différentes cultures, différents usages pour se nourrir de ça en fait. Et on va y revenir sur le, on va dire l'apprentissage qui est déterminant pour les années à venir, je pense. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui. Je sais qu'on a envie de parler de dans les années à venir, mais en fait, c'est maintenant qu'il faut travailler sur cet apprentissage de l'IA. Faut surtout pas qu'elle nous échappe, parce que sinon, ça sera soit un énorme bordel, soit ça sera Terminator, mais ça sera pas ce qu'on veut, quoi. Et ce qu'on veut, c'est quelque chose qui nous soit utile. Voilà, comme l'ordinateur aujourd'hui est utile et indispensable, comme le smartphone est utile et indispensable, comme les connexions entre les gens sont utiles et indispensables. Il faut que l'IA, ce soit ça, et pas juste un truc waouh pour faire plaisir. Il faut vraiment que ça nous apporte dans notre métier voilà, quelque chose de supplémentaire. Mais chaque métier est différent, chaque besoin est différent, et il faut qu'il y ait des IA différentes avec chacune, on va dire, leur capacité, leur spécificité. Voilà. Alors moi, c'est la semaine dernière, j'ai discuté avec une société sur Paris qui utilise des agents IA. Alors du coup, c'était intéressant, j'ai posé quelques questions. Et en fait, il m'expliquait qu'il avait sa propre IA, entre guillemets, qu'il avait entraînée. Et il avait donné à manger à cette IA toutes ses guides, tous ses documents de support, etc. Et en gros, il utilisait cet agent IA pour toute la partie échange avec les clients sur des questions de support classiques, FAQ, etc. Donc ça, c'était assez intéressant. Donc là, sur ce genre de choses-là, avec une IA qui est propre et entraînée avec uniquement les données rédigées et validées par l'entreprise, je trouve que ça peut être intéressant. Après, pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit avec la notion de stagiaire, effectivement, actuellement, nous, à notre niveau, avec le peu qu'on utilise, on considère ça comme un stagiaire. L'idée, après, ça va être justement de le faire évoluer et que ça devienne plus un collaborateur avec, du coup, une capacité réellement de réflexion, d'adaptabilité et de se dire, tiens, dans tel type de comportement, quelle serait la réalité des faits et pas juste se baser sur des données qui peuvent être récupérées à droite à gauche avec des hallucinations ou d'autres éléments comme ça. Et après, sur toute la partie suggestion, je trouve ça intéressant, mais ça me rappelle aussi, tu sais, des vieilles histoires juridico nom de domaine, où en fait il y avait des sociétés qui faisaient de la suggestion. Alors à l'époque, c'est juste des if et enfin des trucs très basiques, mais en fait dans leur suggestion, au final, sans le vouloir, ils suggéraient des noms de marques ou des choses comme ça. Et du coup, après, ça crée d'autres problèmes. Et puis, c'était les services, enfin les avocats, etc., qui récupéraient la chose. Mais du coup, je me permets de te poser la question par rapport à ce point-là. Alors, je ne sais pas s'ils ont mis un module d'IA qui va vérifier si c'est une marque connue. Alors déjà, les juristes humains seniors et pas stagiaires sont déjà pas d'accord entre eux sur ce qui est une marque connue. Donc là, pour le coup, si on demande à l'IA, je pense que ça va être la longueur du chemin pour aller commander le nom de domaine va être très très longue. Quand je vous entends parler en tout cas de formation, finalement, en fait, mettre de l'IA dans une entreprise, c'est en fait, faut se lier avec la politique RH finalement. C'est un truc qui est important, c'est que si on veut être une entreprise qui dans 10 ans, 20 ans a pris le bon tournant, il faut que les collaborateurs de l'entreprise aient pris le bon tournant et que tout le monde ait à peu près le bon tournant ensemble. Et donc du coup les bonnes informations. Donc on va former les gens. Il y a la possibilité de créer sa propre IA effectivement et de lui donner en données uniquement ce que tu souhaites. Et du coup ça ne sort pas. Si on avait été encore le Sévrance indépendant, je pense qu'on aurait installé un open source. Il y a des IA open source. On aurait installé ça. On aurait pris des serveurs. On aurait fait un peu de redondance. Et ça nous aurait pris plein de temps. Finalement, quand on arrive à une certaine échelle, groupe, on prend la licence copilote. Et c'est fermé. C'est normalement sécurisé. Normalement, ce sont donc nos données qui vont nourrir et qui vont faire en sorte que, par exemple, tous les dossiers que Mathieu a finis au fur et à mesure vont créer pour l'IA beaucoup plus de recommandations pour les juristes de l'équipe. Donc ouais, en fait, c'est plus
du RH presque que de la technique. Parce que moi, je ne sais même plus comment ça marche. Hein. C'est juste l'IT qui, à un moment, dit « Ok, on vous a activé ça, vous pouvez le faire. » Dernier exemple, un outil qui s'appelle Luminance. Ok. Et finalement, il nous permet de mettre tous nos contrats. Et c'est une chose qu'on demandait avant au service juridique. Hein. Je leur disais, tiens, est-ce que vous savez quel contrat avec un client, on a un SLA de 99%. Alors là, ils ne savaient pas tous, il fallait regarder, etc. Ben là, cet outil-là, il va prendre tous les contrats, il les lit, même les scannés un peu pourris d'il y a longtemps, il les lit et après il nous dit, tiens, ben, vous avez ces clients-là qui ont ce contrat. Donc ça, c'est un vrai progrès et c'est une vraie recherche et c'est un vrai truc très très concret. Et pareil, il fait la même chose avec, je ne sais pas parmi vous, mais je pense qu'il y a plusieurs qui ont déjà lu des cahiers des charges d'appels d'offres de l'État, des régions, etc. Vous aimez les lire? Ben là, du coup, cet outil le fait pour nous et il nous fait un petit résumé. Et ça, c'est pas mal aussi. Donc ça, c'est maintenant, et ça ira de plus en plus sur de plus en plus de choses pour qu'on aille plus vite et qu'on soit la boîte du futur. Merci. Le futur idéal d'une IA chez nous, bah, évidemment, c'est quelque chose qui fait gagner du temps et qui monte en expertise. Les limites, on l'a vu, c'est les hallucinations, mais nous, dans la partie M&A, il y a aussi, j'imagine que c'est pareil au niveau juridique, il y a aussi le respect des données. Concrètement, on ne peut pas juste uploader ces documents sur ChatGPT et lui demander d'analyser toutes les données financières de nos clients. Voilà, donc il faudrait réfléchir à des solutions en interne, entraînées en interne, avec de la data qui ne sort pas et qui n'est pas utilisée ailleurs. Donc ça, c'est un point, mais en soi, ça existe déjà. On peut déjà installer tout en local et protéger. Par contre, après, il faut la former à nos process. Comment on analyse, comment on valorise, quel point d'info on cherche à obtenir. Mais c'est sûr que dans le futur, c'est probablement un outil qui doit permettre, j'aime bien l'exemple effectivement de luminescence, hein. Luminance. J'ai eu souvent cette discussion avec mes équipes ces derniers temps. Nous, on a 25 000 inscrits sur Dotmarket, des centaines de deals par an qui sont publiés. On ne sait plus quel deal va avec qui. Ouais, la data est là, mais le travail humain d'aller chercher finalement qui nous a dit qu'il cherchait un site dans tel budget, dans telle thématique, avec telle base SEO, avec 25 critères, et l'IA là peut venir intervenir. Faire du matching, faire du push au bon moment, faire de l'enrichissement de données sans avoir à ouvrir 3 databases, etc. Donc ça peut être un formidable outil de traitement de données beaucoup plus rapide, de compréhension même de la donnée, de scoring. En fait, venir remplacer des outils qui existent déjà, parce que des outils de scoring, de CRM, etc., ça existe déjà. Mais très souvent, et là c'est aussi le SEO qui parle, moi j'adore SEMrush, mais je l'utilise pour 2 fonctionnalités. C'est cher, 200 balles par mois ou 150 balles par mois pour 2 fonctionnalités. Et l'IA finalement me permet de reproduire les 2 fonctionnalités dont j'ai besoin dans ma société, avec le cadre dont j'ai besoin, etc. Donc c'est ça aussi que ça permet de faire, c'est d'aller chercher dans le logiciel comptable qu'on n'a pas envie d'acheter parce que nous on a juste besoin de la lecture de data room. On va recréer la fonctionnalité. Les 3 datas sur SEMrush dont on a besoin, on va peut-être pouvoir arrêter de payer SEMrush, etc. Et on va pouvoir recréer nos outils à notre manière. Et peut-être d'ailleurs que ça poussera certains outils à enfin segmenter le paiement de leurs fonctionnalités. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc, ouais, créer des nouveaux process, automatiser, faciliter, gagner en analyse. Un petit peu tout ça, quoi. Ok, merci. Fred, un mot supplémentaire? Alors, je rebondissais sur le coût. En fait, c'est une chose qu'on avait évoqué quand on avait préparé la réunion. Pour l'instant, on peut demander plein de choses à des IA qui consomment une puissance de calcul assez énorme et donc du coup de l'électricité, des serveurs, et c'est plutôt gratuit. Alors il y a des comptes payants et j'ai l'impression de revivre un truc où au début on faisait de plus en plus de gratuit sur Internet et du coup pour que les gens y arrivent. Et quelque part, je me dis, ça serait quand même bien qu'on soit tous conscients que le prix d'une requête et d'une demande et d'une analyse à une IA, c'est pas ce qu'on paye à l'heure actuelle. Là, ce sont des gens qui ont levé X millions,
qui vont essayer d'aller à la course, où il va y avoir, pour l'instant, il y a 2000 IA. C'est la course. Dans 3 ans, il n'y en aura plus que 500. Au fur et à mesure, ils vont se centraliser. Et après, ils vont commencer à... Bon, pour ceux qui ont fait de l'hébergement, quand vous voyez, quand VMware, qui était une solution modèle, a décidé de changer et de multiplier ses prix par 53, etc., je pense qu'à un moment, l'IA va venir à des prix qui seront les vrais prix de ce qu'on consomme, et qui du coup seront les prix d'un consultant senior, comme tu dis, et on pourra peut-être choisir le niveau d'IA qu'on veut. OpenAI l'a fait, puisqu'ils viennent de lancer les agents IA à $20 000. Je ne sais pas si c'est par mois mois ou par an. Par mois. C'est un sacré expert, $20 000 par mois. On n'a pas beaucoup de Faut que j'augmente mes prix, c'est ça que tu es en train de dire? Non, mais c'est intéressant, c'est une bonne transition sur en fait, finalement, notre troisième question qui va être de prendre la hauteur entre l'état des lieux, premier point, l'avenir, second point. Maintenant, en réalité, c'est de se poser la question de ce qu'on entend par IA. Et en fait, nous, en préparant la réunion, on est arrivé à la conclusion qu'il y avait quelque chose de galvaudé dans le terme d'intelligence artificielle aujourd'hui. On n'est pas en train de dire qu'il n'y en aura jamais ou que c'est fake, c'est popcorn et basta. Je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se construire, mais ça va dépendre de beaucoup de facteurs. De nous tous, déjà, de la manière dont on l'intègre. Et à très court terme, et sans vouloir faire de politique, moi je pense que l'avenir de l'IA va dépendre des opérateurs d'IA. Pour quelle raison ? J'ai lu, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, un article sur le comportement des opérateurs d'intelligence artificielle américains, OpenAI notamment, qui sont en train de faire le siège du vestibule du bureau ovale de la Maison-Blanche, parce que Donald Trump a dit qu'il allait revenir sur les décrets qui avaient été pris avant qu'il reprenne un second mandat. Et en réalité, il veut remettre en question le rapport de force qui existe entre IA et protection des droits de propriété intellectuelle notamment. Et donc, pour le plus grand plaisir d'OpenAI et de ses petits camarades. Et en réalité, aujourd'hui, il y a un défi pour l'avenir, qui est de dire si des gens comme OpenAI remettent en question des accords qu'ils avaient passés avec des éditeurs de presse, par exemple, ou qui s'assoient complètement sur les droits de pays en disant nous, on va aspirer, on va dire, la connaissance de l'humanité, et sans se poser de questions, un peu à la manière de l'anonymisation du WIZ, pour faire un parallèle nom de domaine, sans se poser de questions sur ça, on va laisser l'information disponible, ou ça, on va prêter attention parce qu'il y a un droit d'auteur, ou parce que c'est un droit de marque, ou parce qu'il y a des données personnelles. Mais si on aspire sans considération de cet état des lieux, je pense qu'il va y avoir un gros problème dans l'utilisation de l'IA à l'avenir, parce qu'il y aura probablement une scission très, très forte entre les pros et les antis. Et ça ne peut pas, ça ne peut pas fonctionner sans qu'il y ait une concertation et sans qu'il y ait un respect on va dire, de l'ordre établi. Donc, je veux dire, la position aujourd'hui observée par les opérateurs d'intelligence artificielle générative ne me paraît pas très compatible avec un avenir, on va dire, apaisé et communautaire et universel et inclusif de l'intelligence artificielle. Oui, Frédéric. Alors, je voudrais rappeler pour tous ceux qui le savent, mais ce problème de l'IA et de ce qu'elle va faire, il était déjà réglé par Isaac Asimov avec ses lois pour les robots positroniques à l'époque. Première loi, un robot ne peut porter atteinte à un être humain. Un robot doit obéir aux ordres donnés par un être humain. Et troisième loi, un robot doit se protéger. Et aucune des lois ne doit entrer en contradiction. Donc on espère tous que les IA vont intégrer ce genre de choses. Et tout ira bien finalement. C'est à souhaiter, effectivement. Mais il faut écouter les gens qui pensent raisonnablement, on va dire, et pas sur l'instant, comme on le voit trop souvent actuellement. Ouais, donc, en fait, notre réflexion, elle s'est portée sur la définition même de l'intelligence artificielle, lorsqu'on a échangé sur l'impact qu'elle pouvait avoir aujourd'hui dans nos différents métiers. Moi, ce que j'entends à vous écouter, là, depuis tout à l'heure, c'est qu'en réalité, l'intelligence artificielle avec un grand IA, j'ai l'impression que ça n'existe pas. Il n'y a pas un super Skynet, pour quelqu'un d'utiliser Terminator, il n'y a pas un super Skynet qui est en train d'éclore et qui est en train de
supplanter l'humanité. C'est pas exactement ça qui se passe. Et c'est pas ça qui est susceptible de se passer. En revanche, si on veut que l'intelligence artificielle devienne un compagnon, comme certains l'ont appelé, un partenaire, plus qu'un stagiaire ou plus qu'un collaborateur, vraiment un bras droit ou un partenaire, je pense qu'il faut faire le deuil de l'IA générale et plutôt de considérer que cet outil qu'on a entre les mains, qui ne doit pas être gratuit, ça peut être l'outil d'intelligence artificielle de chacun, comme un enfant qu'on élèverait. Et en fait, on va tous, à l'échelle de nos entreprises, peut-être même de nos vies personnelles, puisqu'on met des IA dans nos téléphones mobiles maintenant, on va peut-être avoir... Alors, on entend le terme d'agentic workflow actuellement. Donc, en fait, on est en train de glisser vers des IA personnalisées. Tu as commencé à en parler avec ce fameux abonnement qui paraît absolument hallucinant en termes de montant d'OpenAI. Mais je pense qu'on glisse vers ça. Et tu l'as dit aussi, Frédéric, on va y revenir, que des entreprises commencent à mettre entre les mains des intelligences artificielles génératives, on va dire des assistants d'intelligence artificielle qu'ils ont entre les mains, les données de manière à finalement éduquer comme un collaborateur qui rentrerait dans l'entreprise, à qui on donnerait un document de process et qui va travailler là-dessus. Et là, effectivement, dans quelques mois ou dans quelques années, on va vraiment voir si on a quelque chose de particulièrement riche. Est-ce que vous avez des observations là-dessus, Dan ? Alors, tu as dit pas mal de choses. Je vais juste revenir sur un point, c'est que, OK, les grands groupes, les OpenAI, Microsoft, ils sont au taquet, ils veulent tous imposer l'IA, mais il faut juste oublier un petit axiome assez important, ça reste quand même l'utilisateur. Il faut que l'utilisateur il trouve son intérêt. Et là, je parle des professionnels, mais c'est tout le monde en fait. Ce qui se passe avec l'IA, et pour recentrer un peu sur ta question, c'est que quand ChatGPT arrive, c'est la somme, il y a une somme de nouveautés technologiques à maturité qui font que l'IA fonctionne. Il y a le smartphone qui est à maturité, il y a Internet qui est à maturité, il y a les échanges entre, on va dire, les professionnels qui est à maturité. Et c'est ça qui fait, les réseaux sociaux qui est à maturité. Donc c'est ça qui fait que quand ChatGPT arrive, il y a une arrivée massive sur le fait que c'est intéressant et qu'on va se mettre dessus. Parce que l'IA, bon, moi je suis un vieux, mais j'en entends parler depuis à peu près 25 ans. Et ça, pourquoi ça n'a pas fonctionné avant ? Parce que l'interface, elle n'existait pas et qu'il n'y avait pas moyen de se connecter facilement dessus. Donc, ce qui fait en fait l'arrivée massive de l'IA, et on en voit partout, et là on se dit que c'est le bon moment, c'est la somme en fait de toutes ces avancées technologiques qui sont arrivées à maturité. Donc aujourd'hui on dit ouah, c'est une intelligence, mais en fait l'intelligence elle était peut-être il y a 25 ou 30 ou peut-être 40 ans, quand la machine elle réussissait à battre Kasparov aux échecs. Là on était vraiment dans de l'intelligence pure. Voilà, bon il a triché mais c'est pas grave. C'est un être humain aussi. Et du coup, le propos, c'est est-ce que l'IA aujourd'hui est intelligente ou est-ce qu'elle est maligne parce qu'elle est bien connectée entre l'infrastructure, l'utilisateur et le besoin. Et c'est cette interconnexion-là qui fait que l'IA, on a l'impression qu'elle est intelligente pour certains. Moi, je parlerais plutôt d'algorithmie, d'algorithmie automatique. Et puis, il y en a d'autres, ils vont dire c'est de la magie parce que je ne comprends pas comment ça fonctionne. Voilà. Donc, je ne pense pas que le débat, ça soit est-ce qu'elle est intelligente ou est-ce qu'elle est bête, mais est-ce qu'elle va nous servir à quelque chose et est-ce qu'on peut la développer ? Le propos, c'est ça, en fait, parce que si je reprends encore une fois l'exemple basique de l'ordinateur, quand il est arrivé, tout le monde disait « waouh, c'est génial », mais concrètement, un ordi qui tient dans une pièce aussi grande que ça ne sert strictement à rien. À partir du moment où ils ont créé les micro-ordinateurs, là, c'est devenu utile pour tout le monde, et du coup, tout le monde s'est intéressé à ça. Donc la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une IA qui est utile à tout le monde ou pas ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas encore dans une IA utile à tout le monde. On est encore dans un effet un peu waouh. Et c'est aux professionnels, aux grands groupes, mais pas seulement aux grands groupes, d'aller créer des interfaces qui vont permettre de connecter les gens avec leurs besoins, avec leur utilité. Et au final, c'est quand même les gens qui vont décider. Parce que si les gens n'utilisent pas les IA, ça ne va jamais marcher. Même si tu mets 500 milliards sur la table, voilà, on a bien vu ce que ça a donné le métaverse. Combien ça a coûté le métaverse ? 500 millions de dollars chez Facebook. Bon, personne n'utilise le métaverse aujourd'hui. Peut-être dans 10 ans.
C'est comme la recherche focale. Pardon. J'ai vu il y a pas si longtemps que ça. Alors après, fake ou pas, après c'est toujours problème avec les démonstrations, avec les robots associés à l'intelligence artificielle. C'était des petits robots en fait qui arrivaient à reproduire des choses qu'ils ne connaissaient pas en amont et à les apprendre à d'autres petits robots qui étaient à côté. Donc il y a déjà des adaptations qui sont faites. Alors après, c'est déjà Terminator, en moins violent peut-être. Donc voilà, donc l'intelligence artificielle, il y a de l'évolution qui est faite à partir du moment où effectivement on va trouver une grosse utilité, un intérêt derrière. Là, l'intérêt, c'était que justement le petit robot était capable d'apprendre quelque chose qu'il ne connaissait pas. Donc la notion d'intelligence commence à prendre son sens. Après, avoir dans l'utilisation plus courante et à un coût abordable, si ça arrive dans nos contrées ou pas. Après, l'intelligence, effectivement, c'est d'apprendre, mais c'est aussi d'être capable de répondre. Et finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est qu'à un moment, ton IA, tu peux lui poser des questions, tu lui poses des questions, et elle te répond. Alors elle te répond bien, elle te répond pas bien, mais à la rigueur, au moins, ça te permet de faire progresser. Donc c'est une discussion avec elle, il y a des suggestions, des améliorations, et elle te fait progresser. Donc là, peut-être, c'est une utilité plutôt intéressante. Il ne faut pas l'oublier, ça. Moi, j'ai monté ma première boîte tout seul. Elle n'a pas marché parce que j'avais personne avec qui je pouvais vraiment parler et dire tiens, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est une connerie? Et quelqu'un qui me dirait alors, je ne sais pas si l'IA pourra me dire non, mais n'importe quoi, il ne faut pas faire ça. Mais en tout cas, quand on l'a monté, c'est vraiment après avec Charles Tinet, du coup, on pouvait au moins se dire non, n'importe quoi. Donc finalement, l'échange de l'échange nourrit l'intelligence. Bon, après, il faut que l'IA soit capable de t'écouter, de ne pas te contredire tout le temps, d'accepter que tu dis non, mais c'est bon, je le sens quand même, on va le faire, etc. Mais voilà, on peut quand même jouer. Et alors, est-ce qu'on peut virer l'IA? Et c'est pour ça que je disais que ça revient à la RH en fait. Mais je pense qu'il y a quand même une intelligence, il y a quand même quelque chose. Ne serait-ce que quand je lui demande de me dire tiens, est-ce que tu peux me dire si mon mail est assez sympa pour les clients, et qu'elle me le refait et que finalement oui, il est plus sympa quoi. Voilà, donc confiance. L'intelligence, c'est quand même avant tout un niveau de connaissance. C'est facile finalement d'être le plus intelligent de la salle sur un sujet si on en connaît plus que 90% des gens de la salle. Et pourtant, on n'est pas forcément très intelligent, juste on connaît très bien un sujet. Et l'IA, ça permet d'accéder à un niveau de connaissance sur des sujets qui est quasi impossible humainement à obtenir, ou en tout cas dans des délais qui sont impressionnants. Si on veut, dans 5 minutes, être le plus intelligent sur 90 000 dossiers clients de toute l'histoire de sa boîte, c'est pas possible. Mais alors, pas en 5 minutes, du coup, parce que ça va mettre un petit peu de temps, mais l'IA va devenir plus intelligente et être capable de répondre à toutes les questions qu'on veut sur toute la donnée qu'elle aura comprise, en tout cas. Et ça donne une notion d'intelligence qui, en fait, est de la connaissance. Et donc, on peut se poser la question de est-ce que ce qu'on cherche aujourd'hui et l'utilité, c'est d'avoir des outils beaucoup plus sachants que nous sur plein de data que nous, on n'arrive pas à enregistrer, ou est-ce qu'on veut des outils qui vont vraiment avoir une intelligence de créativité, une intelligence émotionnelle, une intelligence, plein de choses. Mais c'est vrai qu'elle est capable de rédiger un email et de le rendre mieux, mais elle le fait avec un concept qui lui a été enseigné sur comment on écrit un bon email. Moi, j'ai une IA juste qui s'appelle Uchi. C'est pas moi qui l'ai nommé comme ça, mais qui est une IA qui a été entraînée à réécrire les phrases en appuyant sur où ça fait mal, pour du copywriting. Bon, mais cette IA, elle n'a pas appris ça toute seule. Elle est nourrie, si on lui demande ses sources, elle cite des bouquins comme Persuasion et ainsi de suite. Et c'est que des concepts finalement qui existent et qu'on pourrait connaître et utiliser. Sauf qu'au moment où il faut rédiger une phrase, est-ce que vraiment j'ai dans ma mémoire tous les concepts de psychologie que je peux utiliser à l'instant T sur le contexte? Difficile. Donc une IA est plus intelligente que moi à ce moment-là pour le faire. Je fais juste une précision parce que vous parlez de mémoire, mais justement les IA, ils n'ont pas de mémoire. On parlait d'IA, d'intelligence égale connaissance, égale le fait d'enregistrer une information dans sa mémoire. Justement, les IA, elles n'ont pas de mémoire. C'est l'un des principaux problèmes. Alors ils essayent de contourner un peu la problématique,
Mais aujourd'hui, techniquement parlant, sans entrer vraiment dans les détails, les IA n'ont pas fondamentalement de mémoire. Et si moi j'entraîne mon IA pour quelque chose dans mon domaine que je connais très bien et que je la transmets à un autre SEO qui a sa manière de voir les choses, bah, en fait mon IA va être incapable de discuter avec lui. Donc on est dans l'intelligence de force éphémère. Par contre, sur le temps, on est déjà un peu moins bon. Mais c'est comme ça aujourd'hui. Peut-être que dans quelques mois, quelques semaines, quelques années, ça sera différent. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a cette problématique on fournit une connaissance et qui n'est pas universelle parce qu'on ne peut pas s'en servir à l'infini. Donc, ce n'est pas de la mémoire. Et pour moi, du coup, ce n'est pas de l'intelligence. C'est de l'algorithmie, c'est de la mécanique, c'est je sais pas, des mathématiques peut-être, mais ce n'est pas de l'intelligence. Frédéric, un mot? Donc, je disais, c'est un enchaînement de si. C'est un enchaînement de si rapide. J'aurais tendance à penser que l'IA, en acquérant, en pouvant gagner de l'expérience et en pouvant intégrer de la mémoire, parce que quand tu dis qu'elle n'a pas de mémoire, je ne sais pas si je suis si d'accord que ça. Je pense qu'elle elle se souvient puisqu'elle crée ses données, elle crée des nouvelles données avec ces données. Et si à un moment ou à un autre, on lui dit ça c'est bien, c'est ce que je veux, qu'on la guide un peu plus, au fur et à mesure, ces prochaines... si tu lui dis non, ça fait pas assez mal dans ta phrase, etc., la prochaine fois, elle la fera encore plus mal. Alors, il y a des IA pour ça, voilà, donc c'est spécialisé quand même. Mais, bravo, je ne sais pas dans quel cadre tu l'utilises. mais donc voilà, je pense que si on lui dit tiens, plus fort, plus mal, etc., peut-être que du coup, alors je sais pas si c'est de la mémoire ou pas, mais en tout cas, elle va prendre l'habitude, elle va s'améliorer, elle va donner encore plus de satisfaction. Non ? En fait, elle va chercher à te fournir ce que tu souhaites avoir, puisque c'est son principe numéro un, c'est de répondre à la pertinence, en fait. Ce qui diffère d'un être humain, parce qu'un être humain, s'il veut te faire chier, il peut aussi te faire chier, mémoire ou pas. Donc, le truc, c'est que la question, c'est est-ce que l'IA reste un outil ou est-ce que l'IA, demain, devient une personnalité? Alors, j'utilise un terme voilà, un peu difficile aussi à expliquer, mais est-ce que ça reste une machine qui fait aussi bien qu'un être humain qui ne veut pas réfléchir, ou est-ce que ça devient une entité en tant que telle et qui peut donc fonctionner de manière indépendante, même indépendante de l'être humain? Et dans ces cas-là, les 3 règles que tu as énoncées là, elles vont disparaître en un clin d'œil. Parce que... Alors, dans Asimov, elles ne disparaissent pas. Hein. Elles règlent Je sais, tout, hein. il ne faut pas qu'elles disparaissent. Dans le fantasme, par exemple, créatif de l'humanité, l'intelligence artificielle, à un moment donné, s'émancipe. Elle s'affranchit de l'être humain. Et c'est pour ça qu'elle fait peur aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on parle du remplacement, c'est parce qu'on a en tête effectivement Skynet, HAL 9000 dans 2001 l'Odyssée de l'espace, autant d'intelligence artificielle qui à un moment donné commencent par charrier leur interlocuteur être humain et finissent par le rendre dingue, ou le supplanter, ou le détruire. Donc effectivement, je comprends l'idée. Moi, l'observation que je fais, mais encore une fois en tant qu'internaute lambda ou consommateur lambda, c'est j'ai l'impression que le premier contact de la société avec l'intelligence artificielle, avant même ChatGPT, ça a été des outils comme Midjourney par exemple, tout ce qui est très visuel, etc. Et où là, il y a eu des vraies peurs qui sont nées de cela, dans des communautés entières. Les graphistes, tu prends les traducteurs aujourd'hui, tu leur parles d'intelligence artificielle, ils sont évidemment très inquiets. Et chez les graphistes, typiquement, moi j'ai fait un colloque il y a 1 an et demi, avec des gens qui sont dessinateurs, qui sortent des BD, etc. Et on a débattu autour de Midjourney et des outils équivalents. Ils étaient absolument défaits de voir, parce qu'effectivement, tu donnes à un outil l'intégralité de l'œuvre de Rembrandt, l'intégralité de l'œuvre de Monet, l'intégralité de l'œuvre de Manet, et derrière, tu peux régénérer graphiquement à la perfection le style, parce que effectivement le logiciel a appris exactement la technique, parce que ça a été étudié, analysé, tu le nourris de ça. Effectivement, il peut te ressortir, je sais pas moi, Capitaine Flamme version Monet, tu vois, et très facilement. Et donc là, humainement, on est tous conscients que c'est tout à fait impossible dans un laps de temps, on va dire, qui
qui se comptent pas en années, quoi. Donc, Mais pour l'instant, ça reste du numérique. C'est-à-dire que tu donnes un pinceau, tu mets un pinceau sur ton clavier, il se passe rien concrètement. Même les fameux robots, tu les laisses dans une pièce vide et tu leur dis fais-moi un Rembrandt, il ne sait pas comment faire. Je veux dire concrètement, tu vois. Ouais. Voilà. Donc il y a quand même encore une réalité, c'est que c'est beaucoup lié quand même aux aspects numériques, aux aspects digital. Et ça, j'ai envie de dire, c'est encore notre barrière avec, avec les problèmes, on va dire. oui, alors, petit complément, je te donne la parole tout de suite, mais effectivement, j'ai pas été au bout du raisonnement. C'est-à-dire que le discours que, on va dire, les non-graphistes ont pu tenir aux graphistes dans ce moment-là, c'est mais qui a envie, en fait, d'acheter une œuvre d'une intelligence artificielle qui serait peut-être parfaite techniquement, mais qui n'est pas une œuvre qui a l'âme, qui a ce qu'on appelle, nous, dans le droit d'auteur, l'empreinte de la personnalité de l'artiste, l'originalité, tout ça, elle en est dépourvue. Donc, évidemment, on est dans un cadre tout à fait différent. Il n'y a pas des tableaux, des œuvres musicales qui ont été créées par de l'IA et qui ont été vendues? Il me Oui, semble bien que sûr, si, hein. tout à fait. Non, mais c'est possible, je dis bien, mais est-ce que toi, dans ton salon, on te donne entre un tableau qui a été créé par une IA, alors ça peut être très sympa, ça peut être une mode, ça peut être... il peut y avoir un courant pour ça, il peut y avoir des clients pour ça, mais est-ce qu'on va remplacer l'art traditionnel musicalement, par exemple? Je ne suis pas convaincu. Alors, moi, je suis pas si. Enfin, je pense qu'à un moment ou à un autre, on aura au top 50 une musique, une musique IA. Je crois qu'il y a un pays qui reconnaît une personnalité. Mais bon, comme j'ai pas révisé, mais je crois qu'il y a un pays qui reconnaît une personnalité juridique à une IA, qui était plutôt, je crois, l'Arabie. Enfin, pardon. Ouais, bref, en tout cas, bon, ça, c'est pas très bien de dire ça alors que j'ai pas les sources, mais donc ouais, peut-être qu'un jour il y aura des personnalités qui sont reconnues. Et moi, en tout cas, ce que je vois d'un truc très concret, parce que je sais pas si on a après mais c'est que les ventes de points AI ont doublé pour tout le groupe Team Internet. C'est bien de recentrer le débat, effectivement. Bon, voilà, donc ça a été un vrai truc. Ouais. Et donc, bon, alors, un petit mot très rapide sur la partie juridique. Quand je disais tout à l'heure, ce qui est certain, c'est que nos adversaires, les gens qui sont dans l'ombre de l'Internet, que ce soit le dark ou pas le dark, et qui font du phishing, et qui font des fake shops, comme disait tout à l'heure Fabrice dans la précédente table ronde, qui amènent certains opérateurs français à faire du takedown par milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers par an, parce que c'est la réalité aujourd'hui, utilisent l'IA. Ces gens-là utilisent l'IA. Quelque part, quand tu es en capacité d'auto-générer, on parlait des sites champignons il y a 10-15 ans, mais maintenant, c'est même plus des champignons. Et quand tu es capable de générer du fake shop, du faux site, fois 10 000 en un clic, bah, en face, il faut que tu aies une réponse adaptée. Et la réponse adaptée, aujourd'hui, elle n'est pas humaine. Je ne vais pas embaucher 350 ou 500 stagiaires ou juristes juniors, etc., pour apporter une réponse satisfaisante à des gens qui sont confrontés à cette réalité-là. Donc il faut des outils. Oui, sur la partie juridique, sans aucun doute. Alors là, je vais sortir la casquette vente de site et plutôt parler un peu de nos clients et notamment certains médias avec lesquels on travaille. Et les médias, c'est un secret pour personne qui galèrent au niveau monétisation. Ils ont des audiences, ils ont des marques, ils sont là depuis longtemps. Par contre, quand il s'agit de gagner de l'argent, c'est un petit peu compliqué. Et il y a eu je ne sais pas où ça en est, mais cette histoire de 1000 sites basés sur l'IA qui viennent concurrencer dans Discover les sites médias et les sites médias qui veulent faire fermer ces sites parce que ça leur pique leur audience, etc. etc. Et en fait, d'un côté, il y a toujours eu des gens très malins, petits malins, mais très malins, qui sont capables d'utiliser les nouveaux outils pour trouver des nouvelles techniques de création de contenu et de monétisation et ainsi de suite. Et ce que ça déclenche, en tout cas moi ce que j'observe du côté client qui arrive et qui dit en fait je vais vendre mon site parce que j'en peux plus avec l'IA, moi je vois pas comment je vais pouvoir continuer à vivre, c'est que la personne voit l'IA comme un danger, voit l'IA comme un bazooka entre les mains de gens qui vont tuer son business et du coup se dit soit moi aussi je mets de l'IA dans mon contenu et c'est ce que les médias font et du coup ils pourrissent encore plus la qualité de leur contenu et finalement c'est un cercle vicieux, hein. Ou alors,
ils arrêtent de se dire qu'il faut qu'ils aient les mêmes armes que leurs attaquants et ils réfléchissent à d'autres solutions. Et en ce moment, j'ai beaucoup de discussions avec des médias où la réflexion, c'est pas comment tu fais plus de contenu, c'est comment tu le monétises mieux. Comment tu engages plus tes communautés, comment tu es plus visible, comment tu crées plus de liens, comment tu verticalises ta monétisation, etc. etc. Et l'IA, c'est venu créer un nouveau problème pour des gens qui en avaient déjà beaucoup et qui voient dans l'arme la réponse possible ou la fin du combat, en quelque sorte. Donc, oui, il faut l'utiliser, mais ce n'est pas la solution à tout. Et en fait, ça vient juste rappeler sur certains points, notamment la création de contenu dans le cadre des médias, que l'IA permet à certains de faire quelque chose, mais la réponse à ça, des fois, c'est juste revenir à du bon vieux travail humain et de compréhension de ses audiences et de ses clients, quoi. Ouais, très intéressant, merci. Encore un mot, non? C'est bon? Eh ben, merci à tous les quatre pour vos éclairages brillants. Et s'il y a des questions dans la salle, avant qu'on vous libère, n'hésitez pas. Oh, on était parfaitement clair, on dirait. Ou alors tout le monde dort, je ne sais pas. C'est les saucisses bière. C'est ça en fait, c'est le teasing de l'apéritif. Eh ben, merci à tous pour votre attention. Vous voyez, on est ponctuel, même si on a commencé un petit peu en retard. N'hésitez pas si vous avez des questions en aparté, bien sûr. On est encore là un petit peu. Voilà. Merci beaucoup.